On reçoit une offre de relocalisation, et avec elle, tout le rêve d'une nouvelle vie à l'étranger qui prend forme. C'est super excitant, bien sûr. Mais très vite, ça soulève des questions financières assez complexes, surtout quand une partie de la famille reste au pays et l'autre part. Voilà la question centrale, parce que ce rêve d'expatriation, il va forcément, à un moment ou à un autre, se heurter au mur de la réalité administrative. Alors comment on fait pour s'y retrouver dans ce labyrinthe? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour réussir cette transition, il faut bien comprendre qu'on ne fait pas face à un, mais à deux grands défis. Il y a deux administrations clés à convaincre, et chacune a ses propres règles. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il ne s'agit pas d'un seul interlocuteur, non. Il y a deux entités bien distinctes. D'un côté, l'administration fiscale, le fameux Mas Harnassa, et de l'autre, la sécurité sociale, le Bitoire Leumi. Et croyez-moi, chacune a sa propre vision des choses. Et là, c'est l'erreur fondamentale que beaucoup font. Penser que si on a convaincu l'une, l'autre suivra automatiquement. Pas du tout. C'est une guerre sur deux fronts, et ça exige deux stratégies complètement différentes. On voit bien ici que ce sont deux mondes à part. D'un côté, Massa Harnassa, le fisc. Eux, leur but, c'est de savoir si l'impôt sur le revenu mondial doit être payé en Israël. Et pour ça, ils utilisent un test assez souple, celui du centre des intérêts vitaux. De l'autre côté, on a Bitoire Leumi, la Sécu. Historiquement, leur approche a toujours été beaucoup plus rigide, basée sur l'unité de la cellule familiale. D'ailleurs, ce ne sont même pas les mêmes tribunaux qui gèrent les litiges. Bref, deux logiques qui n'ont rien à voir. Face à un truc aussi complexe, on peut être tenté de se dire « bon, je vais gérer ça moi-même, je fais une simple déclaration et ça ira ». Mais c'est un pari extrêmement risqué. Les enjeux sont vraiment très très élevés. Et voilà le point absolument crucial à comprendre. Les autorités, elles, partent du principe que la personne est résidente. Point. Ce n'est pas à elle de prouver quoi que ce soit. Non, la charge de la preuve est inversée. C'est à l'individu de prouver, de façon active, avec des documents, que son centre de vie n'est plus en Israël. Une simple affirmation, ça ne suffit pas du tout. Cette citation, elle résume parfaitement le cœur du problème. Quand le conjoint ou la conjointe et les enfants restent en Israël, l'administration fiscale voit ça comme une ancre. C'est le lien le plus puissant, le plus évident, qui rattache la personne au pays. Et pour contrer cet argument, il faut un dossier en béton armé. Le risque n'est pas seulement financier. Au début, une simple omission est considérée comme une erreur civile. Bon, ça coûte déjà très cher en rappel d'impôts, intérêts et amendes. Mais si les autorités estiment qu'il y avait une intention de dissimuler des revenus, alors là, on change de dimension. L'affaire bascule au pénal. Et on ne parle plus de la même chose. On parle d'enquête, de possibles casiers judiciaires. Les conséquences sont bien plus graves. Heureusement, on ne navigue pas complètement à l'aveugle dans ce domaine. Il y a des décisions de justice qui ont marqué l'histoire, qui servent de boussole et qui ont vraiment redéfini les règles du jeu. L'arrêt Sapir, par exemple, est absolument fondamental. La justice a reconnu qu'à notre époque, à l'ère de la mondialisation, il est tout à fait légitime pour des conjoints d'avoir deux centres de vie bien distants. Grâce à cette décision, le lien familial, même s'il reste très important, n'est plus automatiquement le facteur qui l'emporte sur tout le reste face au fisc. Mais attention, il y a une nuance de taille, apportée par l'affaire Babanov. On a là le cas d'un homme qui passait plus de 300 jours par an à l'étranger. On pourrait se dire, c'est bon, c'est plié. Et pourtant, il a été considéré comme résident israélien. Pourquoi? Parce que le test n'est pas quantitatif, il est qualitatif. La qualité des liens qu'on établit dans le nouveau pays pèse bien plus lourd que le simple décompte des jours passés hors d'Israël. Et c'est justement face au Bitoire Leumi, qui était traditionnellement l'adversaire le plus rigide, que la plus grande avancée a eu lieu. Une véritable révolution, et c'est très récent. Écoutez bien cette phrase, elle est tirée de la jurisprudence Ayla Naveh et elle est capitale. Le tribunal dit, noir sur blanc, qu'il n'est pas prouvé que des conjoints doivent obligatoirement avoir le même statut de résidence pour le Bitoire Leumi. C'est un changement de paradigme complet. Alors qu'est-ce que ça change concrètement? D'abord, ça met fin à l'approche purement mathématique du Bitoire Leumi, fini le simple comptage de jours. Ils sont désormais obligés, comme le fisc, d'analyser la qualité des liens. Et surtout, ça valide explicitement la possibilité d'une scission familiale face à eux. C'est un outil de négociation incroyablement puissant. Mais même avec ces nouvelles règles du jeu, un piège subsiste. Une erreur très fréquente qui peut avoir des conséquences financières absolument dévastatrices. Prenons l'exemple de Monsieur Misel. Il a vraiment agi en toute bonne foi. Avant de partir, il va signaler son départ au Bitoire Leumi. On lui donne un carnet pour payer une cotisation minimale tous les mois. Il se dit « Parfait, je suis en règle ». Sauf que des années plus tard, c'est la douche froide. Le Bitoire Leumi lui réclame une somme colossale, une dette calculée sur ses revenus réels à l'étranger. La leçon, elle est brutale. Cette cotisation minimale n'est en fait qu'un acompte. La responsabilité finale de déclarer son revenu mondial et de payer le montant juste, eh bien, elle revient toujours à l'individu. Alors, comment on fait pour se protéger efficacement de tout ça?
La solution, c'est de se construire une véritable protection juridique, une sorte de dôme de fer pour sécuriser son avenir financier. Cette protection, elle repose sur 4 piliers. D'abord, une analyse hyper détaillée de tous les liens familiaux, économiques, sociaux, ici et là-bas. Ensuite, on évalue les risques du dossier en se basant sur les toutes dernières décisions de justice. Puis, on met en place un plan d'action très concret pour renforcer le dossier. Et enfin, l'avis juridique écrit devient un document de protection en soi, une preuve de bonne foi qui peut réduire drastiquement le risque de pénalité. La scission familiale, c'est vraiment l'un des défis les plus complexes du droit fiscal israélien. Naviguer seul dans ces eaux troubles, c'est prendre un risque énorme. La question n'est donc pas simplement de savoir où l'on vit, mais de s'assurer que son avenir financier est aussi bien protégé que son rêve d'expatriation.